Mais je me limiterai à l'aspect politique. Birahim Diagne est là. Mamadou Diouf, qu'on appelait Diouf Djambar. Diouf en tout cas. Oui, Djambar. Oui, en tout cas. C'était nous trois qui constituions le secrétariat du mouvement des élèves et étudiants PAI, le MEPAI. Il y avait lui, c'était lui notre chef, comme on dit. Il y avait Mamadou Diouf et il y avait moi-même. Le parti était en crise parce que c'est nous qui avions poussé en 1967 à suspendre le comité central légalement mis sur pied de manière orthodoxe selon la tradition léniniste. Nous l'avions suspendu parce qu'il y avait une crise du parti traversée par le mouvement communiste international chinois et soviétique. On était jeunes, on n'avait plus de direction. Le parti était décapité, entre guillemets. Bon, il n'y avait plus de direction. Notre problème, à l'époque, c'était qu'on ne pouvait pas suivre Lénine exactement du point de vue de la tradition marxiste pour créer une nouvelle direction. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Donc on a suspendu. Il y a des camarades qui nous disaient comment un groupe d'individus dans le parti peut-il se lever et suspendre un comité central. Dans le léninisme, ils ne l'ont jamais vu. Bon, on était en discussion. Moi, j'étais relié surtout avec les camarades de Thiès. Le camarade Mbaye était du PAI. Mais il n'était pas encore réinséré parce que la crise avait fait que beaucoup de camarades étaient là, bon, sans structure de noyau, et il y avait des hésitations, peut-être pour prendre contact avec tout le monde de manière directe. Il fallait un certain travail pour savoir, parce qu'il y en a qui étaient encore liés à la direction dont on dit à Majmoud, qui était à l'étranger, et qui nous disait qu'il n'est pas question de suspendre le comité central. Bon, donc, on était très... L'État qui nous surveillait, c'était des conditions extrêmement difficiles. Ce qui fait que c'est normal que le camarade Mbaye, un ami, on n'a jamais perdu contact. Jusqu'à nos jours, politiquement, amicalement et consorts. Parce qu'il y a dans l'histoire des choses qui ne se perdent jamais. Bon, même si on ne se voit pas, etc., toujours, bon, il y a un fond qui demeure. Bon, Mbaye n'était pas toujours informé de ce qui se passait au niveau de ce secrétariat. Pour le mettre à la direction de l'UDES, si les camarades sont là, il y a eu 2 réunions du CA. On a fait une assemblée générale, on a mis sur pied le comité d'administration. Quand il fallait mettre sur pied le comité exécutif, Mamadou Diouf est venu me voir, bon, le camarade aussi Brahim, pour me dire, tu prends le secrétaire, tu te présentes aux relations sociales. Je dis, oui, vice-président aux relations sociales. Mais quel président? Ils me disent Mbaye Diagne. C'est un camarade. Bon, et il faut qu'on le mette à la direction. Bon, on est parti en réunion au niveau du CA. Bon, par un jeu de circonstances, parce qu'on était jeunes aussi, il y avait une liste. On disait qu'il faut barrer parmi ceux qui ont présenté leur candidature, ceux contre lesquels vous votez, vous barrez. Parce qu'il fallait 7 candidats, les 7 premiers pour passer. Bon, en s'amusant comme ça dans la salle, il y en a qui se tournaient pour dire, ouais, barrel Mbaye Diagne. Barrel Mbaye Diagne. Pour tout simplement des questions de rien du tout. Et c'est ainsi que le camarade Mbaye a été éliminé. Il n'était pas membre du CER. Moi, j'étais passé. Birahim était passé. Toi, tu étais éliminé, Mokhtar. Bon. Donc, c'est le MEPAI qui a cassé les élections. Ah oui. Birahim, très rapidement, on s'est vu avec Mamadou Diouf. Je me suis levé pour dire, vous m'avez élu au conseil d'administration, je refuse cette élection, il faut qu'on reparte pour reprendre les élections un autre jour. Les étudiants ne comprenaient pas Moussa Kanté. Il s'est levé, lui, qui était l'ancien président de l'UET, pour dire qu'il faut reprendre les élections, qu'il n'accepte pas d'être dans ce bureau-là. Ce qui sous-tendait ça, c'est que Mbaye Diagne n'était pas élu. Et il fallait comme président Mbaye Diagne. Et on avait analysé, la personnalité du camarade de 66, 67, etc., etc. Bon, et du point de vue historique, il était capable de diriger le mouvement. Lui, il fallait qu'il quitte l'UED.
Parce que c'est l'UDES qui devait être le fer de lance, l'ossature. Et c'est pour cette raison qu'il a quitté l'UED et qu'il est venu au niveau de l'UDES. C'est politique. Le PAI était en permanence présent en 68, Makhtar. Babacar Sokhna, le camarade qu'on a surnommé Limpiao, etc., tout de suite, l'eau. Mais combien de fois on s'est réunis au niveau du PAI avant le déclenchement des événements et après, pendant toute une période, pour soutenir le mouvement au niveau théorique, idéologique et au niveau politique. Et il faut rendre hommage à notre aîné Seydou Sissoko. Il a fallu beaucoup de temps parfois pour mettre sur nos têtes chaudes beaucoup d'eau glacée pour remettre les situations en marche. Parce qu'on était en 1968 dans une lancée. Bon, quand en 1968, il fallait négocier. Brahim, tu te souviens bien, il y a eu des négociations secrètes d'abord, qui se sont passées quelque part près de la présidence. Moi, je m'appelais Mbaye Diak au cours de ces négociations-là. Oui, on avait machiné Mbaye pour éviter pour décapiter le mouvement. Parce qu'on se disait que, bon, il n'est pas question, parce qu'on avait beaucoup de comités exécutifs de relais. Bon, on avait dit que Mbaye, on le met à part. Bon, parce que Hassan Sek ne me connaissait pas de vue. Bon, quand je suis venu, on m'a dit, bon, on a fait les présentations. C'était Madame ici qui avait dirigé, disons, les négociations de préparation. Quand je suis venu, on m'a dit, tu t'appelles quoi? J'ai dit Mbaye Diak. C'est Babassi qui s'appelait Moussa Kane. Et Babassi, c'était un militant du PAI. C'était pas par hasard qu'on l'avait mis là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et c'est à partir de ces négociations-là maintenant que les négociations maintenant officielles sont venues. Le rôle de Seydou, il nous disait, jeunes camarades, il faut tenir compte de la fragilité des États africains. Tu te souviens bien. Votre mouvement est si puissant que si vous refusez la négociation, le mouvement, s'il rebondit aussitôt, le peuple va suivre. Comme le parti est en crise et n'a pas la possibilité d'encadrer tout ce processus-là parce que la direction est éclatée, c'est nous seuls les jeunes qui sommes encore dans le processus, le tissu social risque de se déchirer, les militaires vont entrer là-dedans et le pays risque de dans le chaos. Comme les autres pays africains qui ont connu ces déchirures ethniques, religieuses, etc. Seydou était, évidemment, il est né en 1922, nous, personne n'avait 30 ans encore à l'époque. Donc il était mûr et il nous faisait savoir à chaque fois qu'il y avait des poussées qui pouvaient aller beaucoup plus que ce que nous étions en tant que politique capables de résoudre, de nous dire il faut faire doucement, il faut faire doucement, il faut faire doucement. Bon, donc il faut rendre hommage aussi à ceux qui ne sont pas là, aux anciens camarades, Babacar Sané, qui était dans le comité du parti, Mbaba Guissé, qui était dans le comité du parti, entre les syndicats, Samba Djoulde, je ne sais pas, est-ce qu'il est là, entre les syndicats et les MEPAI, ce qui s'est tissé, c'est dans le PAI d'abord que ça s'est réalisé, et pour ensuite maintenant émerger. Évidemment, clandestinement, on ne peut pas se lever pour prendre l'étiquette du PAI et pour parler en son nom. Merci, mais je vous remercie. Lui aussi, c'est un ancien PAI aussi du Badel. Professeur, pharmacien, des ingénieurs techniciens. Donc, par étapes, nous avons préparé le à partir de 68, il y a eu la première grève de fédération. Il y avait des grèves sporadiques d'entreprise, mais la première grève de fédération a été la grève des banques et organismes de crédit. La convention des banques, c'était la dernière convention, mais nous avons décidé de réviser ça compte tenu de la situation du pays et de se faire en demandant à salaire égal, travail égal, plutôt à travail égal, salaire égal. Et ensuite, parce que la convention était dépassée à plus fortement les autres conventions collectives. Au cours de notre dépôt, pour discuter de cette convention en février, ils n'ont pas voulu. Nous avons décidé de faire une grève générale. Senghor l'a reçu le 22. Doudou Ngom est venu à nous appeler. Nous sommes partis
Il nous dit, pas Senghor, mais directement, mais Abdou Diouf. D'abord, Abdou Diouf nous a reçu. Oui, vous ne pouvez pas faire ça au président, vous ne devez pas déclencher un mouvement de grève sans demander audience. C'est à quoi j'ai retrouvé que l'UNTS a demandé une audience. C'est 42 fédérations. Il a refusé de le recevoir en disant qu'il prépare ses élections présidentielles. Et donc, nous, une fédération seulement ne peut pas demander l'audience. Avant d'arriver à la bourse, on avait l'audience pour l'UNTS. À cette audience du 22, nous nous sommes rendus là-bas. Si on dit, est-ce que ce n'est pas contre moi, contre ma politique et tout ça, nous avons dit, nous avons l'âge de nous présenter à la présidence, vous nous battez où on le voit. Il dit, bon, d'accord, je ne vois pas d'inconvénient. Le 23, au meeting de clôture à Thiès, il s'est gargarisé en disant quel est le pays, je suis le démocrate, quel est le pays qui, à 48 heures des élections présidentielles, a accepté de voir un mouvement, une branche professionnelle aussi importante que la banque de faire une grève. C'est seulement au Sénégal où Senghor est président. Mais depuis quand il a été au pouvoir, l'écharpe, la première lettre nous a été laissée. Vous avez fait une grève antidémocratique à 48 heures de mes élections présidentielles. Pour vous dire que 68, donc, quand ils sont venus attaquer à la bourse, j'avais raccourci. Ils ont d'abord, à partir de 10 heures, ils ont commencé à manœuvrer. Lenteur, pour entourer la bourse. Nous avons alerté nos camarades Limpia, comme on a cité, nous avons alerté. Nous avons demandé qu'on dégage les femmes de la banque, parce que la banque, les banques avaient beaucoup de femmes. À 10h15, ils nous ont attaqués. Les gens ont pris la fuite, ils ont arrêté un bon nombre. Ils nous ont entouré le restant du bureau national. À 11h, ils sont rentrés à la bourse, ils nous ont arrêtés. Iber et nous, on ne connaissait pas beaucoup plus tôt. Moi, j'étais gringalé, j'étais membre du bureau, mais il n'y avait pas la télévision, les policiers. Nous ont été amenés à Médine. Non, à Médine d'abord. Non, ils nous ont amenés au camp Leclerc. On vous a amené à Camp Leclerc et on vous a amené encore à la gendarmerie de Médine. Parce que moi, on m'a amené à la gendarmerie. Et quand les gars ont demandé les membres du bureau national, c'est vous-même qui m'avez dit, c'est un piège. Parce que c'est moi, quand il a vu les gens qui ont été arrêtés, il n'a pas vu les autres, les soi-disant révolutionnaires qui sont téléguidés de l'extérieur. Il a demandé à la gendarmerie de faire le tour pour demander aux membres du bureau national de sortir pour qu'on puisse tenir une réunion. Nous avons été embarqués, toi, moi et Sidi Diop. Nous avons fait le tour jusqu'à l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, on est revenu à la rue Blanchot, en sens interdit. Ils nous ont atterri pour trouver les Aline Cissé et tout ça au niveau de là où on garde les accidentés, le feu. Nous avons passé une nuit et deux, et on nous a maintenant amenés à Dodji. À Dodji, nous sommes restés quelques jours. C'est quand ils sont venus pour nous chercher, Doudou en négociant, n'a négocié que pour le bureau de 66. Il a laissé en rade les camarades qui étaient des fusionnants. Donc le ciel, Ibader qui était là-bas, Ahmad Ba, Abdoulman Ba, Cyril et d'autres camarades. Nous, ils nous ont ramenés à Dakar et ils ont laissé les autres là-bas et ils les ont répartis à travers le Sénégal. Ibayou, où, je crois. Hein? Rodo, voilà. Alors, quand nous sommes revenus à Dakar, nous avons dit, mais où sont les étudiants? On dit, ils ne sont pas encore libres. Nous avons dit, mais nos camarades sont restés là-bas. Où sont les Iba et tout ça? Ils disent, non, nous nous sommes réunis pendant 2 jours. À quelques centaines de mètres du ministre de l'Intérieur. Et nous avons envoyé un ultimatum en disant que si on ne libère pas nos camarades et les étudiants, nous allons faire un remarque de la grève.
Donc nous la parole après. Donc pour le moment, c'est le tour de Ibrahim Diagne. Et en retard. Et c'est ce qui explique que je vais être bref aussi pour respecter le temps, les 5 minutes qui nous sont imparties. Ah bon, ok. J'en profite pour saluer le professeur Ibader Cham qui nous a beaucoup aidés quand on était dans l'UED. Il nous a reçus à Saint-Louis, il est secrétaire général du syndicat, et il nous a beaucoup encouragés. Je ne reviendrai pas, je laisse la partie historique qui a été largement développée par Mbaye Diack et Abdoulaye Bathily. Mais je voudrais simplement insister sur un aspect dont on ne parle souvent et qui est important. Ce sont les négociations proprement dites et la suite des négociations. Parce que toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation et c'était le cas aussi des événements de 68. Le comité qui a rencontré la délégation ministérielle composée de 10 ministres, parmi lesquels on peut citer le professeur Assane Seck, le président Abdou Diouf, qui était ministre à l'époque, le professeur Ly et beaucoup d'autres, et surtout Sen, qui était directeur de cabinet de Senghor, Alioune Sen. Et le maire qui a mis vraiment de dénouer la crise, c'était le ministre Émile Badiane, qui nous a traités de façon tellement filiale que finalement on avait perdu tous les repères, on ne pouvait plus discuter. Mais cet aspect est important, mais le plus important, c'est quand on a négocié, parce que Mbaye Diack a rappelé toutes nos revendications. Donc je ne reviens pas là-dessus. Mais quand on a négocié, avant le parti, quand on a expulsé les étudiants des autres pays, il était convenu entre nous qu'ils ne reviendraient au Sénégal que quand le mouvement étudiant sénégalais le décidera. Et ils n'écouteront ni la radio, ni les consignes de leur État. Ils n'écouteront que le mouvement étudiant sénégalais pour revenir au Sénégal éventuellement. Donc c'était vraiment barricadé, il y avait une solidarité extraordinaire qui était née là. Et mieux, cette solidarité a continué sur les territoires intéressés. Une délégation, il a fallu, on a imposé au gouvernement de Senghor de constituer une délégation pour aller appeler les étudiants, ramener les étudiants, sinon ils n'allaient pas revenir. C'est ainsi que j'ai été désigné avec Mbaye Diack pour aller faire le tour des États africains où se trouvaient des étudiants, pour les ramener, pour leur dire que nous avions trouvé une solution, qu'il fallait revenir. C'est ainsi qu'on a été au Mali, Mbaye Diack et moi. Et les étudiants, à l'époque, dans ces territoires-là, avaient bien préparé notre accueil et avaient préparé, nous avaient introduit au niveau des chefs d'État. Chaque fois que nous avons visité un État, on a été reçus par le chef de l'État et entouré des étudiants de ce pays, des responsables étudiants de ce pays. Ça, c'est très important. Et surtout dans la situation actuelle, ça veut dire qu'il y avait une solidarité entre nous, entre les étudiants africains, qui était très forte et qui avait un impact considérable et qui a obligé Senghor à reculer. Parce que les étudiants dans leurs États avaient créé des problèmes aux responsables de ces États-là. Ils ne voulaient plus les garder chez eux. Senghor les a renvoyés dans les circonstances qu'on a définies tout à l'heure. Mais eux, ils étaient gênés par la présence de ces étudiants et ils faisaient tout pour que ces étudiants reviennent au Sénégal. Donc vous voyez donc la solidarité et que nos problèmes sont communs. Et on devrait en tirer la leçon pour que vraiment
au lieu de rester dans des États isolés et tout ça, que la CEDEAO, que l'unité africaine se renforce. Et je suis sûr que tous les germes du renforcement de l'unité africaine se trouvaient là, dans ce réseau de 68 et surtout dans ces missions. Parce que partout où nous sommes allés, non seulement nous avons rencontré les étudiants, nous avons discuté de la situation, nous avons discuté des conditions de retour et des conditions de poursuite de la lutte sur le terrain sénégalais. Mais nous avons été reçus par les chefs d'État de ces pays-là, ce qui veut dire que le mouvement avait pris une ampleur. Ce n'était pas seulement le terrain sénégalais, mais il a été amplifié sur tous les autres États. Et ça me paraît important pour que nous le soulignions. Et que si ce mouvement devrait générer d'autres actions, devrait arriver à d'autres conclusions, colloques scientifiques ou autres, il ne faut pas oublier nos camarades des autres États qui ont joué un rôle fondamental. Baïdiak l'a rappelé, parce que quand, pour faire l'UED, dont j'ai été le premier président après l'ISAO, c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé, parce que corrélation, nous avons décidé, puisque les autres organisations d'étudiants étaient interdites, en disant que vous n'êtes pas sénégalais, vous n'avez pas le droit de vous mêler de notre politique. Alors Senghor le disait, et nous, donc, nous avons décidé que le mouvement sénégalais devait être le fer de lance du mouvement étudiant sur le camp universitaire de Dakar. Et c'est ainsi que, moi qui étais président de l'UED, j'ai démissionné de l'UED pour venir prendre un poste de vice-président à l'UDES, parce que simplement on avait estimé que le fer de lance devait être l'UDES, et qu'à partir de ce moment-là, il fallait renforcer l'UDES, et même au profit de choses, même contre le développement de l'UED, qui était menacé par Senghor à tout. Et c'est ainsi que nous avons décidé, quand on m'a proposé le poste de président, j'ai dit non, parce que je sors de la présidence de l'UED, il faut pas prendre une présidence de l'UDES, il faut au contraire renforcer l'UDES avec le faisceau d'indices, le faisceau de relations que nous avions, parce que nous étions des hommes politiques aussi, nous avions des réseaux qu'on ne portait pas à la public, mais nous avions aussi de politique. Je crois donc que tout ça fait que je pense qu'il est important, si jamais ce mouvement devait se poursuivre sous quelque forme que ce soit, de penser à nos camarades des autres États, et surtout les anciens qui étaient là, et qui ont joué un rôle fondamental. Malheureusement, à la mémoire de Samba Baldé, qui est décédé. Younoussou Touré, qui est président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Et je rappelle simplement un fait qui était un fait d'histoire et qui m'a fait rire, il m'a fait beaucoup rire. Après, c'est parce qu'en 80, quand j'étais député, comme j'avais rencontré en 68 le président avec la délégation des étudiants, il venait de le pouvoir. Et il nous a reçus au camp militaire. Dans son bunker, là, il nous a reçus et il nous a dit, bon, écoutez, moi, je suis là pour une année, et c'est pour juste mettre de l'ordre, et puis je m'en vais. Bon. Alors, je suis revenu en 94 ou 93 ou 94, en tant que membre du comité interparlementaire de l'UEMOA. Il nous a reçus, et ils étaient encore là, il nous a reçus. Et je me rappelle, c'était le même monsieur, le même truc, et le même discours. Moi, je lui posais la question, est-ce que l'année est écoulée ou pas? Mais je savais qu'on allait me mettre dans un avion. J'ai préféré ne pas le dire. Alors, donc, c'est pour dire simplement que si vraiment on doit poursuivre sous quelque forme que ce soit cette initiative que je trouve importante et salutaire, il faudrait penser à nos autres camarades africains. Je vous remercie. Merci. 1971 et enfin 1973. J'aimerais vous remercier au nom donc du groupe qui a organisé cette commémoration et vous lire donc une déclaration qui aurait dû être la présentation liminaire s'il n'y avait pas eu un comportement général très très fréquent d'indiscipline des orateurs avec lesquels il a fallu pratiquement se battre pour que le temps de parole soit respecté. Ils sont rares ceux qui ont respecté le temps de parole qui leur a été imparti. Il faut à ce propos-là féliciter en particulier le professeur Alassane Wade, le docteur Diallo Diop, le camarade de Mamadou Diop Decroix,
le camarade Moussa Kane à la limite, le camarade Mokhtar Diak, qui nous ont gratifié d'exposés, qui ont été clairs, structurés et respectant la limite du temps. Le camarade Birahim Diagne, qui a respecté le temps, parce que c'est très important dans ce genre de manifestation. C'est parce que le temps n'a pas été respecté que nous allons partir d'ici avec la frustration d'un public qui n'aura pas pu s'exprimer. Et cela est indépendant de notre volonté. Je vous assure, nous avons travaillé dans la discipline et la rigueur parce que la première réunion que nous avons tenue pour cette manifestation, ça a été le 2 mai. Donc c'est en moins de 3 semaines qu'on a réalisé ceci. Et avec nos ressources propres, sans l'assistance d'aucune fondation. Notre argent, notre discipline, notre travail. Avec des procès-verbaux que chacun recevait régulièrement jusqu'à ce matin. Donc, s'il y a eu ces dérapages, nous n'en sommes pas responsables. Mais nous en excusons quand même. Il n'est pas possible à partir d'un certain seuil. Mais nous en reparlerons. J'allais le dire par le WARC, au départ pour notre ponctualité. Ponctualité qui est notre marque de 68 arts, quelles que soient les trajectoires que nous avons prises par la suite. C'est parce que nous sommes des 68 arts que nous sommes arrivés ici avant l'heure. Nous avons gardé une des vertus de 68. Et nous remercions M. Ousmane Sène de nous avoir donné l'hospitalité et d'avoir largement excédé le temps qui aurait dû nous être imparti. Ceci dit, deux réflexions. Mai 68, il y a eu des livres d'histoire qui ont été produits là-dessus, qui ont commencé à être écrits. Il y a des thèses qu'on écrit actuellement. Mais mai 68, ce n'est pas encore tout à fait l'histoire, parce que grâce à Dieu, nous sommes encore vivants. Ça s'est passé seulement il y a 45 ans. Et l'histoire est une chose, pour paraphraser Clémenceau, à mon avis, beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux mains des seuls historiens. Nous sommes encore des témoins vivants. Nous avons notre part à apporter. Et le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé, comme disait William Faulkner, l'Américain, 1897-1962, prix Nobel de littérature en 1949. Le passé n'est pas encore mort parce que nous sommes encore vivants. Une autre chose pour terminer, à propos du PAI, tout à l'heure, Ousmane Diaye et moi, nous nous rappelions l'épisode de l'élection du comité exécutif de l'UDES en 1968, quand il a été élu trésorier, et que je m'étais présenté contre lui pour être trésorier. Tout à l'heure, il a beaucoup ri parce qu'il se rappelait parfaitement cet épisode-là. Après, il est venu me dire, mais tu es vraiment un crétin. Un qualificatif que Mokhtar Diak utilisait souvent quand il voulait vilipender quelqu'un. Ousmane Diaye me dit, mais tu es vraiment un crétin. Le poste qu'on avait planifié et prévu pour toi, c'est celui de secrétaire général. C'est Bill qui s'est présenté. C'est pour ça que j'ai été élu trésorier, c'est ça qui était préparé. Donc c'est vrai qu'il y avait du noyautage, mais c'était pour la bonne cause. Alors je vais vous lire donc, ce qui aurait dû être la présentation liminaire. Qui sommes-nous? Ce groupe donc qui a initié la commémoration. Nous sommes un collectif de personnes éprises de sciences, de recherche scientifique, de littérature et d'histoire. Notre collectif est animé par le souci de conserver sur papier et dans des films documentaires les traces de nos idées, nos images, nos souvenirs et expériences des événements de mai 1968. Sur cette ère de crise sans précédent, en tant qu'acteur dans les mouvements d'étudiants et d'élèves de l'époque. Pourquoi cette table ronde maintenant? À l'occasion de présentation de condoléances aux familles d'amis, acteurs de mai 68 disparus, est née l'idée d'organiser le mercredi 29 mai 2013 la commémoration du 45e anniversaire du mercredi 29 mai, jour de l'assaut de la cité universitaire par les forces de l'ordre, de l'arrestation des étudiantes et étudiants et de la fermeture de l'université de Dakar. D'autres initiatives similaires avaient précédé celle-ci, notamment la célébration des 25e et 45e anniversaires à Dakar, et du 40e anniversaire à Dakar, et du 30e à Montréal au Canada, où était présent l'ambassadeur Pierre Diouf qui était ici tout à l'heure, qui était venu à Montréal nous retrouver, Barambeng qui était membre du CA de l'UDES et moi-même, et Cheikh Amala Diallo, l'oncle du docteur Diallo Diop. Nous étions les 4 anciens d'Archinar. L'ambassadeur est venu personnellement, sans chauffeur, avec son épouse, pour bien marquer qu'il est venu en tant qu'ancien d'Archinar. Quels sont nos objectifs?
Premièrement, réunir le maximum d'acteurs de mai 68 en vue de recueillir pour la recherche de la vérité leurs témoignages et susciter des débats, pour apprendre, se comprendre dans un climat serein et avec le juste et profond respect des opinions et positions diverses. Deuxièmement, réaliser à partir de ces témoignages des livres et films documentaires. Troisièmement, créer un mouvement ou une structure en vue de poursuivre les débats et d'encourager les chercheurs, les écrivains et les cinéastes parmi les acteurs des différentes crises universitaires de la période 66-73 et des générations suivantes, et aider à la diffusion des actes de cette table ronde. Quatrièmement, informer la jeune génération pour préparer une relève dans la poursuite des idéaux qui animaient les acteurs de notre mouvement. 1971 et enfin 1973. J'aimerais vous remercier au nom donc du groupe qui a organisé cette commémoration et vous lire donc une déclaration qui aurait dû être la présentation liminaire s'il n'y avait pas eu un comportement général très fréquent d'indiscipline des orateurs avec lesquels il a fallu pratiquement se battre pour que le temps de parole soit respecté. Ils sont rares ceux qui ont respecté le temps de parole qui leur a été imparti. Il faut à ce propos la féliciter, en particulier le professeur Alassane Wade, le docteur Diallo Diop, le camarade Mamadou Diop Decroix, le camarade Moussa Kane à la limite, le camarade Mokhtar Diak, qui nous ont gratifié d'exposés, qui ont été clairs, structurés et respectant la limite du temps. Le camarade Birahim Diagne, qui a respecté le temps, parce que c'est très important dans ce genre de manifestation. C'est parce que le temps n'a pas été respecté que nous allons partir d'ici avec la frustration d'un public qui n'aura pas pu s'exprimer. Et cela est indépendant de notre volonté. Je vous assure, nous avons travaillé dans la discipline et la rigueur parce que la première réunion que nous avons tenue pour cette manifestation, ça a été le 2 mai. Donc c'est en moins de 3 semaines qu'on a réalisé ceci. Et avec nos ressources propres, sans l'assistance d'aucune fondation. Notre argent, notre discipline, notre travail. Avec des procès-verbaux que chacun recevait régulièrement jusqu'à ce matin. Donc, s'il y a eu ces dérapages, nous n'en sommes pas responsables. Mais nous en excusons quand même. Il n'est pas possible à partir d'un certain seuil. Mais nous en reparlerons. J'allais le dire par le WARC, au départ pour notre ponctualité. Ponctualité qui est notre marque de 68 arts, quelles que soient les trajectoires que nous avons prises par la suite. C'est parce que nous sommes des 68 arts que nous sommes arrivés ici avant l'heure. Nous avons gardé une des vertus de 68. Et nous remercions M. Ousmane Sène de nous avoir donné l'hospitalité et d'avoir largement excédé le temps qui aurait dû nous être imparti. Ceci dit, deux réflexions. Mai 68, il y a eu des livres d'histoire qui ont été produits là-dessus, qui ont commencé à être écrits. Il y a des thèses qu'on écrit actuellement. Mais mai 68, ce n'est pas encore tout à fait l'histoire, parce que grâce à Dieu, nous sommes encore vivants. Ça s'est passé seulement il y a 45 ans. Et l'histoire est une chose, pour paraphraser Clémenceau, à mon avis, beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux mains des seuls historiens. Nous sommes encore des témoins vivants. Nous avons notre part à apporter. Et le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé, comme disait William Faulkner, l'Américain, 1897-1962, prix Nobel de littérature en 1949. Le passé n'est pas encore mort parce que nous sommes encore vivants. Une autre chose pour terminer, à propos du PAI, tout à l'heure, Ousmane Diaye et moi, nous nous rappelions l'épisode de l'élection du comité exécutif de l'UDES en 1968, quand il a été élu trésorier, et que je m'étais présenté contre lui pour être trésorier. Tout à l'heure, il a beaucoup ri parce qu'il se rappelait parfaitement cet épisode-là. Après, il est venu me dire, mais tu es vraiment un crétin. Un qualificatif que Mokhtar Diak utilisait souvent quand il voulait vilipender quelqu'un. Ousmane Diaye me dit, mais tu es vraiment un crétin. Le poste qu'on avait planifié et prévu pour toi, c'est celui de secrétaire général. C'est Bill qui s'est présenté. C'est pour ça que j'ai été élu trésorier, c'est ça qui était préparé. Donc c'est vrai qu'il y avait du noyautage, mais c'était pour la bonne cause. Alors je vais vous lire donc, ce qui aurait dû être la présentation liminaire. Qui sommes-nous? Ce groupe donc qui a initié la commémoration.
Nous sommes un collectif de personnes éprises de sciences, de recherche scientifique, de littérature et d'histoire. Notre collectif est animé par le souci de conserver sur papier et dans des films documentaires les traces de nos idées, nos images, nos souvenirs et expériences des événements de mai 1968. Sur cette ère de crise sans précédent, en tant qu'acteur dans les mouvements d'étudiants et d'élèves de l'époque. Pourquoi cette table ronde maintenant? À l'occasion de présentation de condoléances aux familles d'amis, acteurs de mai 68 disparus, est née l'idée d'organiser le mercredi 29 mai 2013 la commémoration du 45e anniversaire du mercredi 29 mai, jour de l'assaut de la cité universitaire par les forces de l'ordre, de l'arrestation des étudiantes et étudiants et de la fermeture de l'université de Dakar. D'autres initiatives similaires avaient précédé celle-ci, notamment la célébration des 25e et 45e anniversaires à Dakar, et du 40e anniversaire à Dakar, et du 30e à Montréal au Canada, où était présent l'ambassadeur Pierre Diouf qui était ici tout à l'heure, qui était venu à Montréal nous retrouver, Barambeng qui était membre du CA de l'UDES et moi-même, et Cheikh Amala Diallo, l'oncle du docteur Diallo Diop. Nous étions les 4 anciens d'Archinar. L'ambassadeur est venu personnellement, sans chauffeur, avec son épouse, pour bien marquer qu'il est venu en tant qu'ancien d'Archinar. Quels sont nos objectifs? Premièrement, réunir le maximum d'acteurs de mai 68 en vue de recueillir pour la recherche de la vérité leurs témoignages et susciter des débats, pour apprendre, se comprendre dans un climat serein et avec le juste et profond respect des opinions et positions diverses. Deuxièmement, réaliser à partir de ces témoignages des livres et films documentaires. Troisièmement, créer un mouvement ou une structure en vue de poursuivre les débats et d'encourager les chercheurs, les écrivains et les cinéastes parmi les acteurs des différentes crises universitaires de la période 66-73 et des générations suivantes, et aider à la diffusion des actes de cette table ronde. Quatrièmement, informer la jeune génération pour préparer une relève dans la poursuite des idéaux qui animaient les acteurs de notre mouvement. Elle parlera après. Donc, je vais donner la parole sans tarder à Mbaye Diack, qui était président de l'UDES en 1968. Je remercie. Ok. Ah, d'accord. Se remémore ce qui est la génération qui n'a pas eu la chance de participer aux événements de 1966 puisse apprendre l'essentiel de ce qui s'est passé afin de perpétuer cette importante étape dans la marche du Sénégal. Je ne vais pas faire des analyses, je vais donner des faits historiques qui permettront aux gens qui veulent décrire, aux gens qui veulent analyser, parce que comme beaucoup de gens me connaissent, je ne suis pas un polémiste. J'aime dire les choses telles qu'elles se sont déroulées et laisser à tout un chacun d'apprécier. Au Sénégal, mai 68 a commencé du 23 au 24 avril 1968. Les étudiants ont lancé la première grève des années 60 pour protester contre le fractionnement de la bourse d'étudiants en demi-bourse et en tiers de bourse, pour protester contre la détérioration des conditions de vie dans la cité universitaire, hébergement à 2 dans les chambres de 1A et même quelquefois 3, le linge alors de la literie qui n'était plus fait, la nourriture qui n'était pas très bonne. Cette situation est essentiellement due au fait qu'en 1965-1966, avec la suppression de la première partie du baccalauréat, il y a eu en 1967-68, si je ne me trompe, une arrivée massive d'étudiants. Parce que tout le monde le sait, la première partie du baccalauréat était un barrage presque infranchissable pour 50 à 60% des étudiants qui étaient en première. Et ça, je le dis avec indulgence parce que j'aurais dû dire 90%. Alors, sur le plan budgétaire,
le gouvernement de Senghor n'avait pas prévu cette situation. Cette grève a surpris Senghor et son gouvernement, comme le disait tantôt, en connaissance de cause, alors mon frère et ami Ousmane Camara. Car Senghor pensait avoir pacifié l'université avec la dissolution des organisations d'étudiants que furent l'UGAO et l'UGES en 1964, lesquels venaient à peine de renaître en 1968 sous le nom de l'UED, l'Union des étudiants de Dakar, et de l'UDES, l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Donc c'est en 1964-65 que Moustapha Niasse et ses compagnons des étudiants UPS ont fait irruption dans le restaurant universitaire pour distribuer des papiers selon lesquels, à partir de ce jour-là, l'UGAO et l'UGES, l'Union générale des étudiants sénégalais, n'existaient plus. Alors donc, ces organisations-là sont revenues à la reconnaissance après le coup d'État du 26 février 1966 ayant renversé Nkrumah au Ghana et les manifestations contre l'impérialisme américain et anglais qui s'en suivent. Le gouvernement n'avait aucune solution à proposer aux étudiants. Et je vais dire qu'en 1966, le 26 février, quand Nkrumah est renversé, à l'époque donc, il n'y avait pas d'organisation légale au niveau de l'Université de Dakar, à part les organisations nationales des autres pays, les Nigériens, les Guinéens, les Dahoméens, etc. Mais l'organisation qui regroupait tous les étudiants, c'est-à-dire l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale, n'existait plus légalement. L'Union générale des étudiants sénégalais, qui regroupait les étudiants sénégalais, n'existait plus. Donc, c'est après cette manifestation du 26 février, alors 1960, du coup d'État, pardon, du 26 février au Ghana, et 2 jours après, c'est-à-dire le 28 février, un groupe d'étudiants, dont Balde Samba, Brahim Diagne, etc., il devait être là d'ailleurs, alors ont décidé, sous la pression des jeunes filles maliennes, parce que cette année-là aussi, il y avait une arrivée massive d'étudiantes maliennes, et tout le monde sait que Modibo Keïta, étant un progressiste et affilié au bloc de l'Est, ces étudiants étaient formés avec des idées assez révolutionnaires. Donc c'est sous la pression de ces étudiants, Birame ne me démentira pas, qu'il y a eu alors cette manifestation-là, alors qui s'est dispersée en 2 colonnes, l'une des colonnes allant vers le lycée Blaise Diagne, l'autre continuant l'école Manguier, et on devait se rencontrer là où il y a la BHS aujourd'hui, c'est-à-dire la Banque centrale sénégalaise. Alors c'est là que les grenades ont commencé à tonner. Alors, ils dispersaient les gens à l'intérieur de la Médina. Alors, c'était extrêmement difficile. Après cela, maintenant, après cette manifestation, alors, le ministre de l'Éducation de l'époque, je crois qu'il s'appelait Ibrahim Wan, a convoqué les dirigeants. Mamadou Ibrahim Wan. Oui, d'accord. Alors, a convoqué les étudiants, les Birame Diagne et consorts, alors, et d'autres étudiants non sénégalais dans son bureau. Alors, et à partir de son bureau, on les a kidnappés. Alors, les Sénégalais ont été mis dans un ascenseur différent de celui dans lequel se trouvaient les étudiants non sénégalais. Et ces étudiants non sénégalais ont été expulsés alors du Sénégal. C'est à la suite de ça que l'ensemble des étudiants qui se trouvaient à l'université ont décidé de boycotter l'université. Donc, l'université n'était pas fermée. Mais nous avons décidé de boycotter l'université, rendre les clés à M. Berthet, alors et partir définitivement de l'université. Les étudiants non sénégalais sont partis effectivement, les uns par bateau, les autres par véhicule. Alors, cette situation inédite alors, a surpris la France, a surpris le gouvernement sénégalais. Et la France a insisté pour que les étudiants qui ne sont pas de Sénégal reviennent en tout cas à Dakar pour continuer à l'université de Dakar. Et sous cette pression donc, alors, il y a eu des conditions qui ont été posées et qui ont été acceptées par le gouvernement sénégalais. Parmi ces conditions, il y avait qu'il faut qu'on accepte que les étudiants sénégalais soient organisés dans un cadre légal et il faut que les étudiants, l'ensemble des étudiants de l'université soient organisés aussi dans un cadre légal. C'est en ce moment que
le gouvernement sénégalais a accepté alors que l'UED existe, parce que l'UGAO ne pouvait plus exister parce que c'est une association alors dissoute, et que s'il devait revenir, ce serait la reconstitution de ligue dissoute. Donc, alors, c'est sous le nom de l'UED que l'UGAO alors est redevenu l'organisation des étudiants. L'UGES aussi, alors, a cédé la place à l'UDES. Donc, ces deux organisations sont nées en 1966, alors après le retour des étudiants à l'Université de Dakar après le boycott. Bon, donc, dans cette situation-là, des difficultés au niveau de l'université, le gouvernement n'avait aucune solution à proposer aux étudiants. Pour lui, le fonctionnement, le fractionnement de la bourse sera maintenu. Le prix du ticket du restaurant aussi sera augmenté, ainsi que le logement à 2 pavillons. Il y eut tout le mois de mai des grèves répétées avec piquet jusqu'au 28 mai. Et là, je dois préciser que pendant toute la grève, il n'y a que les Sénégalais qui étaient en grève officiellement. Mais les autres étudiants n'étaient pas en grève, mais ils ne brisaient pas la grève aussi. Donc, ils restaient dans leur chambre, etc. Alors, c'est à partir du 28 mai, lorsque le recteur Paul Tessier nous a convoqués au rectorat, l'UDES et l'UED. L'UDES dirigé par Mbaye, l'UED dirigé par Samba Baldé. C'est en ce moment que le recteur Paul Tessier m'a demandé de signer une déclaration selon laquelle notre mouvement n'avait pas pour objectif de renverser le gouvernement et de remettre ça à Senghor. Nous avons dit que nous, pauvres étudiants, on ne pense pas à ces choses-là. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos draps, notre alimentation et nos bourses. Donc nous ne pouvons pas signer ici un papier pour dire que nous ne voulons pas renverser le gouvernement. Ça n'a jamais été un objectif pour nous. Paul Tessier a insisté qu'il faut qu'on signe pour qu'on puisse avancer. Nous avons quitté, au niveau de l'UDES, nous avons quitté la réunion pour partir à la place du 28 février. J'avais oublié de vous dire pourquoi cette place-là s'appelle le 28 février. C'est-à-dire, vous savez bien, Kourma est renversé le 26. Le 28, les Brahim Diagne et les Baldé ont convoqué une réunion le 28 février, alors à la place du basket, au terrain de basket. Et c'est ce terrain de basket-là, pour commémorer la date du 28 février, que maintenant on a baptisé la place du 28 février. Bon, donc, au soir du 28 février, du 28 mars, mais nous n'avons pas pu nous entendre avec alors Paul Tessier. Et ainsi nous, Sénégalais, nous avons quitté la réunion pour venir continuer alors notre meeting à la place du 28 février. L'UED aussi n'a pas pu s'entendre avec le recteur et l'UED nous a rejoints. Et c'est ce jour-là que Baldé Samba a déclaré publiquement que maintenant tous les étudiants de Dakar sont dans la grève déclenchée. Et maintenant c'est l'UED qui prend en charge la direction du mouvement. Alors, le lendemain, naturellement, 29 mai, au matin, parce que le soir, on s'est débrouillé pour sortir tous les jeunes là, les élèves primaires, etc., certains lycées, pour laisser seulement les étudiants à l'intérieur. Donc le lendemain, ils attaquaient avec force et il n'y avait pas de militaires. C'était la garde républicaine qui se trouvait à Thiès, tropical, le camp tropical. Cette garde républicaine qui était constituée d'anciens d'Indochine et d'Algérie, qui n'étaient pas donc formés pour le maintien de l'ordre, mais pour faire la guerre. C'est pourquoi ils considéraient que les étudiants étaient des ennemis qu'il faut écraser. D'ailleurs, dans l'attaque du pavillon A, nous avons perdu Salomon Khouri, bon, qui était un infirme et qui a été, en tout cas, brutalisé et il est décédé. Donc, on a défoncé toutes les portes de tous les pavillons, fenêtres, et on a rassemblé tous les étudiants alors devant le pavillon A. Et après avoir accompli leur tâche, tous les étudiants ont été transférés au camp Mangin, là où se trouve la banque centrale actuellement. Novotel. Et banque centrale aussi. Oui. Wow, il y a tout cela. C'était un camp militaire qu'on appelait le camp Mangin. Alors, c'est le soir maintenant, vers 18h, que les gens sont venus nous chercher dans des camions pour nous transférer au camp Archinard. Durant ce transfert-là, évidemment, les populations ont manifesté leur solidarité aux étudiants et ont appris la brutalité avec laquelle, en tout cas, l'université a été attaquée. Et des grenades ont été lancées, en tout cas dans le quartier de Médina, etc. Arrivé donc à Archinard, alors on a commencé à faire le tri. C'est le lieutenant Mbodj, à l'époque je crois que c'était un capitaine, je ne sais pas Mbodj, alors lieutenant, qui était chargé de faire le travail. Il n'était pas brutal, hein? Il avait son fusil, il disait, bon, Sénégalais dedans, non Sénégalais dehors.
sénégalais dedans. Un peu de crosse sur les reins, mais c'était pas très... Bon, donc les non-sénégalais ont été transférés au lycée de la Fosse et les Sénégalais sont gardés au camp Archinard, ici à Ouakam, le camp de Ouakam actuel. Et le lendemain, le surlendemain, bon, les étrangers ont été expulsés, bon, les Sénégalais sont restés. Bon, je ne vais pas aller très loin parce que je vous dis à mon ami Bathily de continuer, parce que lui aussi, il a vécu alors la situation. Tout à l'heure, présentation, on ne l'a pas cité comme étant membre alors, du bureau de l'UDES, mais il était membre du bureau de l'UDES et il a même participé aux négociations. Bon, donc le campus a été envahi, bon, le camp, etc. Il faut dire que le contexte politique n'était pas très favorable aussi. Parce que, enfin, disons, au Sénégal et politiquement, parce que le pays venait de connaître une situation très difficile, se trouvait dans la clandestinité, le PRA Sénégal venait d'être absorbé par le parti l'UPR, etc. Donc il y a tous ces problèmes-là sur lesquels peut-être les historiens, comme encore une fois Bathily ou Decroix, sur lesquels pourraient revenir parce que j'ai monopolisé la... Voilà donc la contribution que je voudrais apporter pour dire finalement que les revendications qui ont été discutées lors des négociations du mois de septembre et l'ouverture de l'université. Alors, c'était ouverture de l'université, organisation des examens en 2 sessions, suppression du fractionnement de la bourse, construction de nouveaux pavillons pour loger tous les étudiants, respect des franchises universitaires, retour de tous les étudiants sénégalais, de non-sénégalais qui le désirent. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire brièvement. Qu'à la rescousse. Moi, j'exerçais les fonctions de trésorier général du comité exécutif de l'Union démocratique des étudiants sénégalais en 1968, où j'étais entré en 1965-66. Je ne reviendrai pas sur l'historique qui a été fait par les camarades qui m'ont précédé, mais je voudrais d'abord m'appesantir sur le volet financier, parce que les ressources des étudiants ont fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de déclarations. Les unes étaient surtout inexactes. On a dit en 1968 que nous étions financés par la Chine. On a dit en 1968 que nous recevions des subsides financiers de l'Union soviétique. Bien entendu, les Américains ne nous finançaient pas parce que notre point de vue face à l'impérialisme et aux guerres de libération nationale en Afrique faisait que les Américains ne pouvaient pas nous soutenir. Mais je puis vous dire aujourd'hui qu'on n'a jamais reçu un seul rond, ni de la Chine, ni de l'Union soviétique, encore moins de l'État sénégalais qui finançait l'Union nationale des étudiants sénégalais. Il ne faut pas oublier qu'à côté de l'UDES, il exerçait l'Union nationale des étudiants sénégalais qui était une peau de chagrin et dont les étudiants n'osaient même pas dormir à la cité universitaire. Ils venaient prendre leurs cours, parfois ils étaient encadrés par des forces de sécurité et ils rentraient en ville. Donc nous avons produit beaucoup de tracts, nous avons rédigé beaucoup de tracts imprimés à l'époque. Je crois que certains d'entre vous connaissaient la maison Gestesner, entre la chambre de commerce et les allées canards. Il y avait une boutique qui vendait là-bas on les appelait des stencils. Et comme je gérais les finances de l'UDES, j'achetais tellement de stencils que lorsque l'épouse du gérant du magasin Stettner me voyait entrer, il disait à son mari Alona, le diable arrive. Parce qu'elle avait peur qu'on arrête son mari. Voilà l'aspect finance. Je me demande d'ailleurs si cet aspect financier, ces fonctions financières ne m'ont pas trop déteint sur mon itinéraire professionnel, je ne sais pas.
Mais je retiendrai aussi de mai 68, quelles que soient nos trajectoires. Les Djoum, les Birahim Diaye, les Diop avec leur grand frère et son jeune frère Sidi qui était ici à l'université de Dakar, les Batili, les Mbaye Diak, les Makhtar Diak, les Moussa. Il y a quand même un ciment qu'il faut retenir de mai 68. C'est-à-dire nous n'avons pas tous les mêmes trajectoires, professionnelles, personnelles, familiales. Je le dis parce que j'étais dans le comité exécutif avec Mbaye Diak qui était le président du comité exécutif. Après, nous sommes sortis de l'université, chacun a choisi une profession. Mamadou Diop Decroix était élève au lycée Vanvo. Et quand il voulait mettre le feu aux poudres, on leur disait, mais attention, ce mouvement-là, ce n'est pas le vôtre. Vous êtes des élèves, nous sommes des étudiants, nous n'avons pas les mêmes revendications, faites attention. Mais ils étaient tellement, disons, engagés, que lors des négociations du 13 septembre 1968, on a habillé un élève qui s'appelait Moudou Diop en étudiant. Et il était membre de la délégation qui a négocié avec le gouvernement. On a mis Ablaye Batili, qui était membre du conseil d'administration, comme membre de la délégation des étudiants pour permettre au conseil d'administration d'avoir un représentant. Parce que souvent, vous savez, dans les associations d'étudiants, quand vous venez rendre compte des négociations, des résultats des négociations, soit vous êtes pourchassé ou porté en héros. Quand on quittait la présidence de la République le 14 septembre 1968 à 6 heures, je me souviendrai toujours, Alun Sen, qui était directeur de cabinet de Senghor, quand on a conclu, nous a dit, bon, écoutez, Senghor vous attend, il voudrait prendre le petit déjeuner avec vous. Il avait une mauvaise idée des étudiants, mais maintenant il a changé de point de vue. Ah, on lui a dit, oui, c'est très gentil, mais on ne prend pas le petit déjeuner avec Senghor. Il a sa radio, il a ses photographes, et nous n'avons pas encore rendu compte à nos camarades étudiants pour savoir s'ils vont entériner les négociations qu'on venait de boucler. Et nous ne savons même pas, et je me souviendrai toujours, mon camarade Moussa Khan, dont la photo de négociation est toujours chez moi, il était tellement fâché qu'il avait boudé les négociations. Baïdia peut en témoigner. Il était tellement fâché parce qu'il estimait que les résultats des négociations étaient tellement faibles que si on se présentait devant les étudiants, ils allaient nous tabasser. Et ils nous traitaient, écoutez camarades, vous êtes des traîtres, Senghor est en train de vous abuser. Donc on a décliné l'offre de Senghor, nous sommes partis, il faut le reconnaître aussi, tenir notre assemblée générale à l'école normale supérieure de Dakar. On nous a prêté les locaux de l'école normale supérieure. On n'avait pas de locaux pour tenir une assemblée générale. On était très inquiets, parce que est-ce que les résultats allaient être entérinés? On nous a porté en triomphe. Et Moussa Khan était tellement surpris, il disait, mais ces gens-là, c'est des cons. On a obtenu peu de choses, et ils sont très heureux. Ils étaient très heureux parce qu'il faut reconnaître qu'à la fin de mai 68, les étudiants étaient fatigués. Ceux qui sont aujourd'hui étudiants et ceux qui sont aujourd'hui dans des syndicats, il faut savoir négocier. Moi, je voudrais revenir sur un point qu'on n'a pas développé, c'est que quand on nous a sortis du camp Archinard dans des camions militaires et qu'on nous a jetés devant l'école de police, encadrés par encore les fameux GRI pour aller récupérer nos bagages à la cité universitaire, aussitôt les bagages récupérés, on nous a mis à la rue. Mais les camarades ont oublié de dire qu'il y a eu une lutte très importante lors de notre libération a coïncidé avec le décès du président Lamine Gueye. C'est ce jour-là que le président Lamine Gueye a été inhumé. C'était très chaud. Dakar était quadrillé. On nous a permis de récupérer ce qui restait de nos bagages. Et puis, on a quitté la cité universitaire. Mais ce qu'il faut
pas oublier, c'est qu'on a continué à lutter. J'ai entendu Birahim Diagne parler tout à l'heure de pangolard. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a un monseigneur qui était évêque dans le Sine, qui a écrit sur les pangols de Serrère. Quand on nous a arrêtés le 29 mai à la cité universitaire, moi j'étais le trésorier. J'avais pratiquement chaque semaine au moins 400 000 en poche pour aller acheter des stencils parce qu'il faut aller produire des tracts pratiquement toutes les 48 heures. Alors il y a des camarades qui voulaient sauter à partir du 2e, 3e étage. Je leur ai dit, donc, ouais, faites attention, levez les bras, les mains en l'air, et puis les GMI nous ont conduits devant le pavillon A, sur le gazon. Moi j'ai 450 000 avec moi dans les poches. Que faire? Je ne savais pas. Mais j'avais vu un film de cow-boy. Parce qu'on avait droit au cinéma, projection cinématographique tous les jeudis. Sur le terrain du 28 septembre, qui deviendra le terrain du 28 février. Le jeudi. Et j'avais vu quelqu'un qui avait de l'argent. Ils étaient en guerre. Il a sorti l'argent. Il a enlevé ses chaussures, ses chaussettes. Il a placé l'argent entre ses chaussettes, la plante des pieds. Il a remis les chaussettes et les chaussures. Alors, je savais que les GMI, après nous avoir mis devant le pavillon A, allaient venir nous fouiller. J'ai mis l'argent, réparti ça entre les 2 chaussettes et mes pieds. Et j'ai mis les chaussures, c'était des bâtards. Je me souviendrai d'ailleurs souvent de cette réclame, pas un passant bâtard. Mais on ajoutait que les bâtards puent. Si vous les portez sans chaussettes, c'est du camembert. Si vous mettez les chaussettes avant les chaussures, c'est du fromage. Dans tous les cas, ils puent. Donc j'ai gardé l'argent. Ils sont venus, ils nous ont fouillé, ils m'ont pris ma montre. Ils m'ont pris mon bracelet. Ils m'ont pris une sorte de cutter là, des trucs qu'on utilisait pour couper parfois des pommes ou n'importe quoi. Et ils m'ont fouillé. Il n'y avait rien dans les poches. Ils me disent, mais toi, là, tu es un étudiant? Je dis, oui. Je dis, tu es un pauvre type, tu n'as rien. Et c'est à Archinard, le lendemain, lorsqu'on s'est réunis en comité exécutif pour envisager de produire des tracts, Brahim me dit, bon, mais on est fichu, on ne pourra pas financer l'achat de stencils. Je dis, si. Il me dit, comment ça? Je dis, j'ai de l'argent avec moi. Il me dit, c'est faux. On a tous été fouillés. On nous a amenés au camp Mangin, on a mis dans des camions militaires, on nous a amenés à Archinard. Mais nulle part, on a songé me demander d'enlever mes chaussures et mes chaussettes. J'enlève les chaussures et les chaussettes, je dis, j'ai 450 000 avec moi. Il me dit, tu es un pangolard. Alors, je vais conclure par peut-être 3 idées. Alors, il faut que nous fassions attention. Mai 68 n'est pas uniquement sénégalais. C'est un mouvement africain. Bachelet l'a dit, Brahim Diagne l'a répété, Mbaye Diagne est revenu là-dessus. Ce sont des étudiants africains de tous les pays qui avaient envoyé des étudiants à Dakar, plus les Sénégalais, qui ont géré mai 68. Je félicite les organisateurs de cette table ronde, à laquelle ne participent pas nos anciens camarades étrangers. La prochaine fois, je souhaite qu'il y en aura, sous la forme d'un colloque international scientifique sur mai 68. Parce qu'il me paraît prématuré de tirer toutes les conclusions de mai 68. L'historien Abdoulaye Bathily en a parlé.
On en a beaucoup parlé aujourd'hui, de manière d'ailleurs très littéraire. Je crois qu'il est temps de reprendre toutes les archives de mai 68. D'envisager l'organisation d'un colloque scientifique international, puisque mai 68 s'est produit un peu partout. Et ce colloque aurait, à mon avis, de procéder à une analyse approfondie de tout ce qui s'est passé en mai 68 et qu'on ne fasse pas de ces événements une commémoration comparable à celle que la Grèce antique organisait pour célébrer la cité qui avait été libérée. Je crois qu'il faut réfléchir, analyser mai 68, tirer toutes les conséquences de mai 68, et je crois que le service qu'on peut rendre aux générations qui viennent après nous, ici je parlerai du témoin au sens sportif du terme, c'est-à-dire celui qu'on transmet au coureur qui prend le relais. C'est-à-dire qu'est-ce que nous allons transférer à nos enfants, parfois même par certains d'entre nous, à nos petits-enfants de mai 68. Je suis d'accord avec les analyses qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont contribué à asseoir la démocratie, à renforcer les organisations et les partis politiques. Le Sénégal a été, je crois, l'un des premiers pays africains à connaître l'alternance en 2000. Cela est à mettre au crédit des vaincus et des vainqueurs. Parce que dans certains pays, il y a eu des élections, des gens ont gagné. On a brûlé les urnes et puis on a dit « j'ai gagné ». Personne ne vient. Donc, je crois qu'il faut analyser de manière scientifique mai 68. Abdoulaye Bathily a déjà fait un pas important. Je voudrais maintenant conclure par moi une observation qui m'a toujours habité depuis 1968. Nous sommes aujourd'hui en 2013, ça fait 45 ans. Ce sont les ressources financières qui constituent dans notre pays la quadrature du cercle. Nous avons des 68 arts qui sont entrés dans l'UPS-PS qu'ils ont combattu. Il y a eu des révolutionnaires pro-Moscou ou pro-Chine qui sont arrivés dans la valise du libéralisme en 2000, dont les résultats n'étaient pas du tout satisfaisants. Ils ont été alternés par une autre alternance. C'est une très bonne chose. Il faut souhaiter d'ailleurs qu'au Sénégal, la philosophie de l'alternance soit pérenne. Mais pour autant, est-ce que les problèmes sont réglés? Moi, c'est la grande question en analysant mai 68 que nous devons tirer. Le problème financier du Sénégal, quand les enseignants veulent plus de rémunération, d'avantages, plus de crédit à l'éducation, oui. Philosophiquement, oui. Personne n'est contre. Mais est-ce qu'on les a? J'ai exercé dans les ressources financières où je suis resté pendant plusieurs années. Les Sénégalais sont très forts en théorie. Mais pour mettre la main à la poche, tous les pays qui se sont développés ont accepté de faire des sacrifices et de mobiliser les ressources qui permettent à leur pays de se développer. Moi, j'ai entendu Abdoulaye Bathily parler historiquement de la convergence des gestes jusqu'à l'UNACOA. Moi, s'il tenait un séminaire sur l'évolution de ces groupements économiques, certainement, j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que le véritable problème qui se pose pour notre Sénégal, c'est le financement de notre développement.
Ce n'est pas le FMI, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas les partenaires au développement qui le régleront. Il faut que nous soyons disposés à mettre la main à la poche pour régler certaines situations. Je vous remercie. Mamadou Dia, puisque la garde républicaine avec Tamsirba était du côté de Valdiodio Ndiaye et dès que on a, à mon corps défendant, on m'a nommé directeur de la sécurité nationale, Senghor avait pris la décision de dissoudre le corps de garde républicain. Le colonel Tamsirba a été envoyé à la gendarmerie nationale et j'ai mis dans mon livre que heureusement j'avais des camarades de classe, les Wali Faye et autres qui étaient à la gendarmerie dans l'armée. Et lorsque j'ai pris la direction de la sûreté, immédiatement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir les événements de 68, mais on a immédiatement mis sur pied un corps qui est devenu ce qu'on appelait la brigade mobile d'intervention, le GMI. Et on les a installés grâce à la bienveillance du général Jean-Fred Diallo, à ce fameux camp Mangin dont vous parlez. Et ils ont pris également les locaux occupés à Thiès, la garde républicaine. On a formé une jeune classe parce qu'il met dans mon livre que les policiers vraiment à l'époque avaient l'air plutôt bedonnants que policiers. On les a remplacés et ça a fait même quelques problèmes. Mais on a demandé aux policiers de nous proposer leurs enfants, etc. On a formé avec l'aide de l'armée une compagnie d'intervention, ce GMI, qui a fait malheureusement ses premières armes avec les étudiants. C'est ça qui explique, ils n'étaient pas encore suffisamment rodés comme maintenant, ce qui explique que moi-même, je vous ai raconté ma mésaventure, c'est eux aussi qui ont effectivement pris d'assaut l'université. Je voulais seulement dire, tout le reste est tout à fait exact et correct. Je voulais ajouter seulement que les étudiants avaient aussi le sens de l'humour, parce que un jour, à ce moment, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, mais il y avait les tracts. Alors, puisque les tracts nous étaient amenés, j'étais, comme je vous l'ai dit, directeur de la sûreté, coordonnant tout ça. Un jour, je reçois un tract sur 2 pages. En lisant le tract, le vocabulaire me paraissait tellement familier que, alors, en tournant la page, c'était un pamphlet contre Senghor, mais extrêmement virulent. Alors ça me paraissait tellement familier, et au bout de la 2e page, on dit, voilà ce qu'écrivait il n'y a pas si longtemps le traître Ousmane Camara. Alors c'est que les étudiants nous avions le siège de l'UGAO, j'étais à l'UGAO avant d'aller à la fin avec les Daouda Sow, et j'étais directeur de publication du journal Dakar étudiant. Et effectivement, puisque notre cible privilégiée c'était Senghor, je n'y étais pas de main morte. Mais alors, les étudiants ont repris ça sous forme de tract. Et non seulement moi, je me suis trouvé, lorsque j'ai lu ça, mais le ministre de l'Intérieur qui se trouvait être Amadou Cissé Dia, qui était vraiment un fervent de Senghor, il m'a dit, ah Ousmane, c'est toi qui as écrit. Alors, moi de répondre, mais je dis ça, c'est pour dire simplement, véritablement, c'était des périodes assez difficiles, et comme l'a dit Baïjak, effectivement, ce qui a surpris, c'est d'abord le fait que du côté du gouvernement, dommage qu'il n'y ait pas un membre du gouvernement, à l'époque je pensais que Mokhtar Mbow allait être là, effectivement les gens avaient tout calculé sauf les étudiants. Et la vigueur de la riposte des étudiants, leur détermination a quelque peu véritablement fait perdre un peu comme on dit, le sens de l'humour, d'où la brutalité de l'intervention, et cette indication qu'il fallait effectivement les envoyer un peu vivre comme vivent les militaires et tout ça, et c'est ça qui a fait qu'ils ont été, parce que Abdoulaye Bathily est un être vivant de tout ça, lui qui a fait Dakar Bango et tout ça, on a dit il faut les envoyer vivre comme vivent les militaires, d'où à l'époque et au départ il n'y avait pas quelque chose qui
qui était méchant. On a dit il faut que les étudiants aillent voir comment vivent effectivement les gens. Malheureusement, dans l'exécution, et cela a été dit, dans l'exécution, véritablement, il y a eu des bavures. Et si je peux aujourd'hui, si vous voulez, chaque fois que les gens peuvent dire repentance, etc., et tout ça, si je peux ici, aujourd'hui et maintenant, présenter platement les excuses de la police de l'époque pour vous avoir défenestré là et tout ça, je présente mes excuses de la Sûreté nationale. Merci. Elle parlera après. Donc, je vais donner la parole sans tarder à Mbaye Diack, qui était président de l'UDES en 1968. Je remercie. Ok, d'accord. Se remémore ce qui est la génération qui n'a pas eu la chance de participer aux événements de 1966 pour puisse apprendre l'essentiel de ce qui s'est passé afin de perpétuer cette importante étape dans la marche du Sénégal. Je ne vais pas faire des analyses, je vais donner des faits historiques qui permettront aux gens qui veulent décrire, aux gens qui veulent analyser, parce que comme beaucoup de gens me connaissent, je ne suis pas un polémiste. J'aime dire les choses telles qu'elles se sont déroulées et laisser à tout un chacun d'apprécier. Au Sénégal, mai 68 a commencé du 23 au 24 avril 1968. Les étudiants ont lancé la première grève des années 60 pour protester contre le fractionnement de la bourse d'étudiants en demi-bourse et en tiers de bourse, pour protester contre la détérioration des conditions de vie dans la cité universitaire, hébergement à 2 dans les chambres de 1A et même quelquefois 3, le linge alors de la literie qui n'était plus fait, la nourriture qui n'était pas très bonne. Cette situation est essentiellement due au fait qu'en 1965-1966, avec la suppression de la première partie du baccalauréat, il y a eu en 1967-68, si je ne me trompe, une arrivée massive d'étudiants. Parce que tout le monde le sait, la première partie du baccalauréat était un barrage presque infranchissable pour 50 à 60% des étudiants qui étaient en première. Et ça, je le dis avec indulgence parce que j'aurais dû dire 90%. Alors, sur le plan budgétaire, le gouvernement de Senghor n'avait pas prévu cette situation. Cette grève a surpris Senghor et son gouvernement, comme le disait tantôt, en connaissance de cause, alors mon frère et ami Ousmane Camara. Car Senghor pensait avoir pacifié l'université avec la dissolution des organisations d'étudiants que furent l'UGAO et l'UGES en 1964, lesquels venaient à peine de renaître en 1968 sous les noms de l'UED, l'Union des étudiants de Dakar, et de l'UDES, l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Donc c'est en 1964-65 que Moustapha Niasse et ses compagnons des étudiants UPS ont fait irruption dans le restaurant universitaire pour distribuer des papiers selon lesquels, à partir de ce jour-là, l'UGAO et l'UGES, l'Union générale des étudiants sénégalais, n'existaient plus. Alors, donc, ces organisations-là sont revenues à la reconnaissance après le coup d'État du 26 février 1966 ayant renversé Nkrumah au Ghana et les manifestations contre l'impérialisme américain et anglais qui s'en suivent. Le gouvernement n'avait aucune solution à proposer aux étudiants. Et je vais dire qu'en 1966, le 26 février, quand Nkrumah est renversé, à l'époque donc, il n'y avait pas d'organisation légale au niveau de l'Université de Dakar, à part les organisations nationales des autres pays, les Nigériens, les Guinéens, les Daoméens, etc. Mais l'organisation qui regroupait tous les étudiants, c'est-à-dire l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale, n'existait plus légalement.
l'Union générale des étudiants sénégalais qui regroupait les étudiants sénégalais n'existait plus. Donc, c'est après cette manifestation du 26 février, alors 1960, du coup d'État, pardon, du 26 février au Ghana, et 2 jours après, c'est-à-dire le 28 février, un groupe d'étudiants, dont Balde Samba, Birahim Diagne, etc., il devait être là d'ailleurs, alors ont décidé, sous la pression des jeunes filles maliennes, parce que cette année-là aussi, il y avait une arrivée massive d'étudiantes maliennes, et tout le monde sait que Modibo Keïta, étant un progressiste et affilié au bloc de l'Est, ces étudiants étaient formés avec des idées assez révolutionnaires. Donc c'est sous la pression de ces étudiants, Birahim ne me démentira pas, qu'il y a eu alors cette manifestation-là, alors qui s'est dispersée en 2 colonnes, l'une des colonnes allant vers le lycée Blaise Diagne, l'autre continuant l'école Manguier, et on devait se rencontrer là où il y a la BHS aujourd'hui, c'est-à-dire la Banque centrale sénégalaise. Alors c'est là que les grenades ont commencé à tonner, alors disperser les gens à l'intérieur de la Médina, alors c'était extrêmement difficile. Après cela maintenant, après cette manifestation, alors le ministre de l'Éducation de l'époque, je crois qu'il s'appelait Ibrahim Wan, a convoqué les dirigeants. Mamadou Ibrahim Wan. Oui, d'accord. Alors, a convoqué les étudiants, les Birahim Diagne et consorts, alors, et d'autres étudiants non sénégalais dans son bureau. Alors, et à partir de son bureau, on les a kidnappés. Alors, les Sénégalais ont été mis dans un ascenseur différent de celui dans lequel se trouvaient les étudiants non sénégalais. Et ces étudiants non sénégalais ont été expulsés alors du Sénégal. C'est à la suite de ça que l'ensemble des étudiants qui se trouvaient à l'université ont décidé de boycotter l'université. Donc l'université n'était pas fermée. Mais nous avons décidé de boycotter l'université, rendre les clés à M. Berthet, alors et partir définitivement de l'université. Les étudiants non sénégalais sont partis effectivement, les uns par bateau, les autres par véhicule. Alors, cette situation inédite alors, a surpris la France, a surpris le gouvernement sénégalais. Et la France a insisté pour que les étudiants qui ne sont pas de Sénégal reviennent, en tout cas à Dakar, pour continuer à l'université de Dakar. Et sous cette pression donc, alors, il y a eu des conditions qui ont été posées et qui ont été acceptées par le gouvernement sénégalais. Parmi ces conditions, il y avait qu'il faut qu'on accepte que les étudiants sénégalais soient organisés dans un cadre légal, et il faut que les étudiants, l'ensemble des étudiants de l'université soient organisés aussi dans un cadre légal. C'est en ce moment que le gouvernement sénégalais a accepté alors que l'UED existe, parce que l'UGAO ne pouvait plus exister parce que c'est une association alors dissoute, et que s'il devait revenir, ce serait la reconstitution de ligue dissoute. Donc, alors, c'est sous le nom de l'UED que l'UGAO alors est redevenu l'organisation des étudiants. L'UGES aussi, alors, a cédé la place à l'UDES. Donc, ces deux organisations sont nées en 1966, alors après le retour des étudiants à l'Université de Dakar après le boycott. Bon, donc, dans cette situation-là, des difficultés au niveau de l'université, le gouvernement n'avait aucune solution à proposer aux étudiants. Pour lui, le fractionnement de la bourse sera maintenu. Le prix du ticket du restaurant aussi sera augmenté, ainsi que le logement à 2 pavillons. Il y eut tout le mois de mai des grèves répétées avec piquet jusqu'au 28 mai. Et là, je dois préciser que pendant toute la grève, il n'y a que les Sénégalais qui étaient en grève officiellement. Mais les autres étudiants n'étaient pas en grève, mais ils ne brisaient pas la grève aussi. Donc, ils restaient dans leur chambre, etc. Alors, c'est à partir du 28 mai, lorsque le recteur Paul Tessier nous a convoqués au rectorat, l'UDES et l'UED. L'UDES dirigé par Mbaye, l'UED dirigé par Samba Baldé. C'est en ce moment que le recteur Paul Tessier m'a demandé de signer une déclaration selon laquelle notre mouvement n'avait pas pour objectif de renverser le gouvernement et de remettre ça à Senghor. Nous avons dit que nous, pauvres étudiants, on ne pense pas à ces choses-là. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos draps, notre alimentation et nos bourses. Donc nous ne pouvons pas signer ici un papier pour dire que nous ne voulons pas renverser le gouvernement. Ça n'a jamais été un objectif pour nous. Paul Tessier a insisté qu'il faut qu'on signe pour qu'on puisse avancer. Nous avons quitté
au niveau de l'UDES, nous avons quitté la Réunion pour partir à la place du 28 février. J'avais oublié de vous dire pourquoi cette place-là s'appelle le 28 février. C'est-à-dire, vous savez bien, Kourma est renversé le 26. Le 28, les Brahim Diagne et les Baldé ont convoqué une réunion le 28 février, alors à la place du basket, au terrain de basket. Et c'est ce terrain de basket-là, pour commémorer la date du 28 février, que maintenant on a baptisé la place du 28 février. Bon, donc, au soir du 28 février, du 28 mars, mais nous n'avons pas pu nous entendre avec alors Portessier. Et ainsi nous, Sénégalais, nous avons quitté la Réunion pour venir continuer alors notre meeting à la place du 28 février. L'UED aussi n'a pas pu s'entendre avec le recteur et l'UED nous a rejoints. Et c'est ce jour-là que Balde Samba a déclaré publiquement que maintenant tous les étudiants de Dakar sont dans la grève déclenchée. Et maintenant c'est l'UED qui prend en charge la direction du mouvement. Alors, le lendemain, naturellement, 29 mai, au matin, parce que le soir, on s'est débrouillé pour sortir tous les jeunes là, les élèves primaires, etc., certains lycées, pour laisser seulement les étudiants à l'intérieur. Donc le lendemain, ils attaquaient avec force et il n'y avait pas de militaires. C'était la garde républicaine qui se trouvait à Thiès, tropical, le camp tropical. Cette garde républicaine qui était constituée d'anciens d'Indochine et d'Algérie, qui n'étaient pas donc formés pour le maintien de l'ordre, mais pour faire la guerre. C'est pourquoi ils considéraient que les étudiants étaient des ennemis qu'il faut écraser. D'ailleurs, dans l'attaque du pavillon A, nous avons perdu Salomon Khouri, bon, qui était un infirme et qui a été, en tout cas, brutalisé et il est décédé. Donc, on a défoncé toutes les portes de tous les pavillons, fenêtres, et on a rassemblé tous les étudiants alors devant le pavillon A. Et après avoir accompli leur tâche, tous les étudiants ont été transférés au camp Mangin, là où c'est la banque centrale actuellement. Novotel. Et banque centrale aussi. Oui. Wow, il y a tout cela. C'était un camp militaire qu'on appelait le camp Mangin. Alors, c'est le soir maintenant, vers 18h, que les gens sont venus nous chercher dans des camions pour nous transférer au camp Archinar. Durant ce transfert-là, évidemment, les populations ont manifesté leur solidarité aux étudiants et ont appris la brutalité avec laquelle, en tout cas, l'université a été attaquée et des grenades ont été lancées, en tout cas dans le quartier de Médina, etc. Arrivé donc à Archinar, alors on a commencé à faire le tri. C'est le lieutenant Mbodj, à l'époque je crois que c'était un capitaine, je ne sais pas Mbodj, alors lieutenant, qui était chargé de faire le travail. Il n'était pas brutal, hein? Il avait son fusil, il disait, bon, Sénégalais dedans, non Sénégalais dehors. Sénégalais dedans, un peu de crosse sur les reins, mais c'était pas très... Bon, donc les non-Sénégalais ont été transférés au lycée de la Fosse et les Sénégalais sont gardés au camp Archinar, ici à Ouakam, le camp de Ouakam actuel. Et le lendemain, le surlendemain, bon, les étrangers ont été expulsés, bon, les Sénégalais sont restés. Bon, je ne vais pas aller très loin parce que je vous dis à mon ami Bathily de continuer, parce que lui aussi, il a vécu alors la situation. Tout à l'heure, on ne l'a pas cité comme étant membre alors, du bureau de l'UDES. Mais il était membre du bureau de l'UDES et il a même participé aux négociations. Bon, donc le campus a été envahi, bon, le camp, etc. Il faut dire que le contexte politique n'était pas très favorable vraiment aussi. Parce que, enfin, disons, au Sénégal et politiquement, parce que le pays venait de connaître une situation très difficile, se trouvait dans la clandestinité, le PRA Sénégal venait d'être absorbé par le parti l'UPR, etc. Donc il y a tous ces problèmes-là sur lesquels peut-être les historiens, comme encore une fois Bathily ou Decroix, sur lesquels pourraient revenir parce qu'ils ont monopolisé la... Voilà donc la contribution que je voudrais apporter pour dire finalement que les revendications qui ont été discutées lors des négociations du mois de septembre et l'ouverture de l'université. Alors, c'était ouverture de l'université, organisation des examens en 2 sessions, suppression du fractionnement de la bourse, construction de nouveaux pavillons pour loger tous les étudiants, respect des franchises universitaires, retour de tous les étudiants sénégalais, de non-sénégalais qui le désirent. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire brièvement. 10 minutes, je ne pensais pas les passer à parler. J'avais qui à
ceux qui étaient venus me voir que j'acceptais de venir, mais surtout d'écouter et peut-être de répondre, mais pas de à vous exposer quoi que ce soit, puisque comme vous avez dû voir le film Le Bon, le Méchant et la Brute, dans l'affaire Le Bon, c'est peut-être vous, les étudiants de 68, le méchant, c'était le président Senghor, mais la brute, c'était surtout moi, le directeur de la sûreté. Je pensais donc venir être exposé et peut-être répondre, mais il ne mettait pas dans l'esprit que je venais ici vous exposer mes études à l'époque. Donc c'est pour dire que vraiment, 10 minutes pour moi, c'est trop. Mais enfin, puisqu'il faut faire avec, je suis quelque peu le jour qu'on commémore aujourd'hui, le 29 mai 68, a été, si vous voulez, le point d'orgue de ce que j'ai considéré dans le livre que j'ai écrit comme les heures chaudes. J'ai même indiqué que ces années 66 à 69 ont été des années de feu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour moi, mai 68 a eu un prélude. Le prélude, c'est ce que j'appellerais la découverte que le président Senghor a eue après avoir pensé avoir réglé son problème avec les partis politiques, de se trouver brusquement devant un adversaire inattendu pour lui qui était le monde étudiant. Je m'explique. Après s'être plus ou moins débarrassé de Mamadou Dia et des autres, il a, dans les années 65, parachevé ce qu'il considérait comme la pacification des partis politiques en absorbant les derniers, les Mbo et autres, qui étaient au PRA, et en écartant les irréductibles que constituaient Cheikh Anta et Majmoud, mais il pense avoir terminé, puisqu'il avait pratiquement occupé le terrain politique. C'était sans penser que l'université était là. Et c'est en ce moment que brutalement, en cette année 66, qui correspondait avec l'organisation du Festival des Arts Nègres, il s'est trouvé brusquement en face d'un événement qui le dépassait et qui, moi qui à l'époque était directeur de la Sûreté, m'a également quelque peu pris au dépourvu. Je m'explique, j'étais en 66, un beau jour, j'avais rendez-vous avec Adèle Colin, qui était dentiste à la polyclinique. J'étais là tranquillement quand, à partir de cette consultation, je tenais à amener avec mon ancien président de la FEAF, Ahmad Ba, et une multitude d'étudiants et de policiers qui s'affrontaient. Et dans la tourmente, lui, il cherchait sa fille. Moi, directeur de la sûreté, je ne savais pas que, pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que la police est mal renseignée. Alors moi, directeur de la sûreté, je ne savais pas que les gens marchaient sur l'ambassade des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour protester contre le renversement de Kwame Nkrumah. C'était le 28, cette manifestation, c'était le 28 février 1966. Je tombe donc nez à nez dans une confrontation avec des éléments qui étaient censés être les mêmes, puisque la police dépendait de moi, et les policiers n'ont pas fait de différence entre... Ils ne me connaissaient pas, bien que je fus leur directeur. Ils m'ont, avec Ahmad Ba, considéré, avec la masse des manifestants, nous avons reçu des grenades lacrymogènes pour chasser dans les ruelles là, de la Médina. Moi, ne trouvant pas un policier à qui dire que j'étais leur chef, et Ahmad ne trouvant pas sa fille, tant et si bien que larmoyant à cause des grenades lacrymogènes, j'ai eu de la peine à retrouver ma voiture, et c'est ainsi que Ahmad de me dire, philosophe, voilà, tu as oublié que tu viens de la FEAF et que tes policiers le considèrent toujours comme quelqu'un comme moi. Donc c'est pour dire que véritablement, j'étais pris au dépourvu. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait une manifestation d'étudiants. Et c'est ainsi qu'est parti ce que je pourrais appeler le malentendu Senghor étudiant. Cette année donc a commencé comme ça, au mois de février. Et on avait, quelques mois après, organisé le Festival des Arts Nègres.
Et c'est ainsi que, évidemment, le mouvement étudiant qui avait pris la place des mouvements politiques a abouti à ce que je pourrais appeler la première fermeture de l'université pour permettre quand même une organisation tranquille du Festival des Arts Nègres. Si je dis ça, c'est pour dire seulement que mai 68 n'est pas, comme on a pu le penser, une espèce de phénomène planétaire qui est tombé sur le Sénégal. Nous étions une espèce de copie-collé de ce qui se passait en Europe, alors qu'ici, c'est parti de 66. Nous avons fermé l'université en 66 et pratiquement la rentrée scolaire 66-67 a été également un moment très très difficile, puisque les étudiants ont commencé à prendre la place des partis politiques et à indiquer au peuple de boycotter les élections, pour dire que c'était loin des revendications estudiantines, de boycotter les élections qui devaient se dérouler au mois de février 68. Bref, voilà que on a essayé de faire avec, juste au moment où pratiquement on est arrivé au paroxysme. Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui, en cette fameuse année de 60, ponctuée par plusieurs choses. D'abord, les revendications. On pensait qu'en interdisant l'UGAO, on s'en sortirait. Tout de suite, sur ces cendres est né l'UDS, qui a repris les mêmes revendications. Et on en est arrivé à ceci qu'en ce fameux mois de mars, ou le 68, de mars à mai, on a eu un certain nombre de choses, jusqu'à ce que, évidemment, cette fameuse journée du 29 où on a fermé l'université de Dakar et les établissements scolaires de Dakar, Thiès et Saint-Louis, nous avons eu la conjonction entre les étudiants et les syndicats. Les syndicats que les gens avaient pu avoir à leur cause ont décrété le 30 mai une grève illimitée. Et le 31 n'eût été ce que j'appellerais peut-être l'inexpérience des responsables qui étaient à la tête de ce moment. Le pays aurait chaviré s'ils avaient vraiment une bonne organisation. Malheureusement, les responsables ont mis les étudiants dans la rue, d'autres forces aussi. Mais au lieu d'être à la tête des troupes, ils ont pensé que, et c'est toujours ça notre problème au Sénégal, c'est que nous nous réunissons toujours pour parler au lieu d'agir. Ils se sont retrouvés à la bourse du travail pour peut-être voir comment voir cette journée. Ce qui nous a permis, nous, de les, excusez-moi le terme, de les décapiter, parce que pour une fois, tous les responsables sont trouvés, je ne sais pas comment, à la bourse du travail, ce qui nous a permis et de les cueillir et, grâce au général Jean-Alfred Diallo, de les mettre dans les avions, dans un avion pour les emmener à Dodji. Donc voilà une manifestation populaire où déjà vraiment le peuple était là dehors, mais sans chef. Évidemment, devant cette espèce de déconvenue, ne recevant pas de mot d'ordre, les forces de l'ordre n'ont pas eu de peine à les disperser. Mais c'est le jour pratiquement où tout a basculé, parce que le président de la République, Senghor, s'est rendu compte, après nous avoir pris le pouvoir et régler ses problèmes avec Mamadou Dia, qu'il n'était pas facile de faire et son rôle, lui, qui était véritablement quelqu'un qui prenait de la hauteur, qui connaissait ce que j'appellerais les relations avec les autres, qui représentait bien le Sénégal à l'extérieur, et le travail que faisait Mamadou Dia, qui était lui l'homme de terrain qui était là, lorsqu'il a eu à cumuler les deux, il s'est rendu compte que ce n'est pas facile. Donc, petit à petit, il y a eu une espèce de désengagement des populations, une espèce de désamour entre les populations et Senghor. Le malaise paysan, le terme a été lancé à cette époque-là, est venu là. Et ces gens-là qui n'étaient plus encadrés, qui ne comprenaient pas les thèmes que Senghor développait, négritude, etc. et tout ça, pour eux, c'était quelque chose d'assez lointain, livré à eux-mêmes. Lorsque Senghor a eu besoin d'eux, en ces fameuses périodes difficiles de 68, il n'a pas eu ces masses-là. Et entre lui et ceux qui étaient dans la rue, il y avait malheureusement que nous autres, les forces de sécurité, ayant à leur tête le général Jean-Alfred Diallo. Et c'est ici l'occasion peut-être de rendre hommage à ce général aujourd'hui disparu. Il aurait été dans la même mentalité que ses collègues des autres pays. Ce jour-là, nous aurions eu un coup d'État militaire, puisque pratiquement le pouvoir était vacant.
était vacant dans cette mesure où Senghor n'avait plus à côté de lui les forces populaires. Et lui-même s'en est tellement rendu compte qu'il a dit, et j'étais présent, puisque nous avions constitué, le général Jean-François Diallo et moi-même, une espèce de comité de coordination, il lui a dit, écoutez, devant les critiques évidemment du général, considérant que le peuple n'était pas là et que les militaires n'étaient pas faits aussi pour être une espèce de supplétif pour le pouvoir en place, le président Senghor lui a dit, écoutez, mon général, vous pouvez prendre le pouvoir. Il a dit, non, je ne suis pas là pour ça, mais enfin, bref, c'est pour dire que cette 68, consciemment ou inconsciemment, les étudiants avaient amené le pouvoir presque à genoux. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de relais, une tête politique peut-être pour capitaliser tout ça et en tirer les conséquences. Et c'est ainsi que, jusqu'à ce jour, nous pouvons nous glorifier que le pays n'ait jamais eu d'État. C'était l'occasion à jamais. Cette occasion, heureusement, n'a pas eu de preneur et nous sommes heureux aujourd'hui d'en parler. Et si j'ai accepté à venir m'exhiber ici, c'est parce que nous avons une relation telle que entre les... Il était difficile de distinguer entre vraiment qui était méchant, moins méchant, mauvais ou pas mauvais, puisque les protagonistes étaient tellement liés les uns et les autres. Moi-même, dans cette fameuse journée du 29, lorsqu'on a fermé les universités, qu'on a ramassé les étudiants et les enseignants qui étaient... Lorsque je n'ai pas vu le lendemain mes partenaires à la belote qui étaient... pour la plupart des gens du ciel, dont mon ami Samba Thiam, etc., on m'a dit, mais vous les avez ramassés, ils sont à Thiès. J'ai vite fait de les ramener pour que l'équipe de Bolot puisse être complète. C'est pour dire donc que véritablement, il n'y avait pas une distance énorme entre ceux qui faisaient la répression et ceux qui manifestaient. Et c'est ça aussi, je pense que c'est une des valeurs de notre pays, où on n'a jamais eu cette espèce d'affrontement, dur, cruel, entre des classes suffisamment étanches. Et ça aussi, je pense que c'est bon de le rappeler aujourd'hui, que nous sommes tous réunis ici, qu'un directeur de la sûreté puisse venir et regarder en face un Ablaye Bathily, parce que lui, il a pris le relais en 69, et ça aussi, c'était des années extrêmement difficiles. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est à mettre quand même à l'actif de notre société. Voilà ce que je voulais dire comme témoignage.